Bientôt de l'eau potable à suffisance dans la ville de Faya, chef-lieu du Borkou. La Tchadienne des eaux vient de lancer les travaux d'adduction sur 8 km dans le périmètre urbain de la ville de Faya. Les travaux ont été lancés par la ministre de l'Hydraulique Tahani Mohamed Hassan. Nous sommes le 27 septembre, c'est la journée mondiale du tourisme. Dans ce 20h, nous suivrons les impacts de la pandémie de coronavirus sur le secteur du tourisme. Le secteur a subi la loi de la pandémie, nous dira Dionodi Nestor dans une dizaine de minutes. Et puis nous vous aurez également les échos de la tournée de la ministre de la formation professionnelle au sud du pays. À Doba et Assar, la ministre Achta Ahmad Brémé est allée sensibiliser autorités locales, responsables scolaires et parents sur les questions de la formation des jeunes et des femmes. Dimanche 27 septembre 2020, vous suivez donc le 20h sur Télé Tchad. Bonsoir et bienvenue. Toujours aux abonnés absents, les SAO, l'équipe nationale du Tchad de football est quasi inexistante, sinon brille par son absence aux différentes compétitions régionales et internationales. Aucune qualification à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, alors que la compétition existe depuis 1957. Pourtant, ce n'est pas les intentions et les moyens qui manquent. Quel est donc le véritable problème de notre équipe nationale? Ce soir, nous allons le savoir puisque nous avons sur ce plateau le directeur technique national en la personne de Mahamat Oumar Yaya, alias Modoukouta. Détene, bonsoir. Bonsoir. J'ai pas été trop dur. Non, très bien. Okay. C'est la réalité. Ok, vous êtes là pour répondre aux questions qui taraudent les esprits de tous les Tchadiens. Les téléspectateurs, bien les sûr. Tchadiens attendent de vous des explications convaincantes. Il n'y a pas de problème, je suis là pour ça. Rendez-vous dans une dizaine de minutes. Merci beaucoup, il n'y a pas de Merci. problème. On prend tout de suite la direction de la province du Borkou où la ministre de l'hydraulique urbaine et rurale a séjourné. La ministre Tahani Mohamed Hassan est allée lancer les travaux d'adduction d'eau potable dans le périmètre urbain de la ville de Faya. Des travaux entièrement financés par la société de la Tchadienne des eaux. Moussa Mbodou, Abdoulaye, reportage. Il était 9h20 quand l'avion transportant la délégation du ministre de l'hydraulique urbaine et rurale s'est posé sur le tarmac de l'aéroport de Faya. À sa descente de l'appareil, la ministre Tahani Mohamed Hassan est accueillie par le secrétaire général de la province du Borkou, Aboubakary Sendidigui. Fini cette première phase protocolaire, le cortège s'ébranle vers la place publique, lieu de l'événement tant attendu par la population de la ville de Faya. Il s'agit du lancement officiel des travaux du réseau d'adduction d'eau potable par la Société tchadienne des eaux, STE. En raison de l'explosion démographique et de l'extension de la ville de Faya, le réseau s'étend sur un périmètre de 8 km. Un ouvrage qui permettra désormais à la STE de satisfaire plus de 1000 ménages. Le secrétaire général de la province du Borkou, Aboubakary Sendidigui, qui représentait le gouverneur à cet événement, a salué les efforts consentis par le gouvernement en matière de couverture d'eau potable au profit de la population de sa circonscription administrative. Financée entièrement par la Société tchadienne des eaux, la réalisation de ces réseaux d'adduction renforcera la capacité de production d'eau de la ville de Faya. Au terme de ces travaux que nous lançons aujourd'hui, le taux d'accès à l'eau potable du robinet estimé actuellement à 29% sera rehaussé à 47% et d'autres actions suivront pour atteindre le 83% à l'horizon 2030. À entendre la ministre de l'hydraulique urbaine et rurale, la question d'eau est la préoccupation constante du gouvernement. Le ministère de l'hydraulique urbaine et rurale, dont j'ai la charge de diriger, n'a cessé de déployer des efforts pour atteindre le taux d'accès à l'eau potable au niveau national d'ici à 2030 à 83%. Aujourd'hui, ces efforts ont permis une amélioration du taux de desserte à l'eau potable qui est passé de 53% en 2015 à 62%. Il importe de préciser que ces estimations n'ont pas tenu compte des réalisations des ONG et des associations bienfaitrices. Bon à savoir pour les habitants de Faya, après la réalisation de ces travaux, une réduction de 50% sur le coût des branchements leur est accordée pour une période de 2 mois.
Sur place en N'Djamena, dans le cadre de la préservation de l'environnement, le ministère de l'Environnement, justement, et quelques associations ont signé une convention, nous dit Idriss Ousmane Dakoum. Le ministre de l'Environnement et de la Pêche, Brahim Mohamed Jamaladine, signe 3 conventions entre la Fondation Hamoudi, l'Action tchadienne pour le développement des nomades et l'Association pour le développement de Wadirima de Jeddah. Ces conventions ont pour objectif de préserver l'environnement et la gestion d'une partie de la ceinture verte par ces différentes associations. Notre engagement, c'est celui de notre slogan, c'est-à-dire qu'on doit protéger notre environnement pour qu'on doit assurer notre existence. Nous, en tant qu'éleveurs nomades, nous sommes engagés et déterminés à réaliser toutes les clauses de la présente convention de partenariat dans la mesure du possible. Le ministre de l'Environnement et de la Pêche situe l'objectif de ces accords. Notre logique, c'est que travailler pour la conservation de la biodiversité ne doit pas être un vain mot, mais un comportement, c'est-à-dire c'est de poser des actes dans ce sens. Aujourd'hui, la Fondation Hamoudi, demain d'autres. Donc nous lançons un appel à toutes les ONG, à toutes les associations qui ont eu déjà à signer des conventions avec le département de se prononcer pour que la ceinture verte autour de la ville de N'Djamena soit parcellée, partagée. Nous lançons également un appel aux institutions financières, aux grandes institutions qui ont pris des parcelles et qui les ont délaissées. Il est temps que tout le monde fasse cette politique du maréchal du Tchad qui voudrait que le couvert végétal puisse être restauré. La préservation de l'environnement nécessite la mutualisation des efforts. Les associations de la société civile promettent de s'impliquer résolument. 2 conventions ont été également signées entre l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad et les groupements villageois. C'est dans le cadre du Fonds spécial des États-Unis pour l'appui aux organisations communautaires qui œuvrent pour le développement local et la traite des personnes. Thomas Ousmane Diali. Les liens de coopération entre le Tchad et les États-Unis d'Amérique portent davantage leurs fruits. Dans le cadre du projet d'appui aux engagements des citoyens dans le processus du développement, les États-Unis d'Amérique, à travers le Fonds pour la démocratie régionale en Afrique et le programme spécial de l'ambassadeur du département d'État, consacrent chaque année d'importants fonds de soutien au programme. L'objectif visé est de renforcer les institutions démocratiques en Afrique subsaharienne en mettant l'accent sur la protection des droits de l'homme. La première subvention de près de 100 millions de francs CFA est allouée à l'Association pour la réinsertion des enfants et la défense des droits de l'homme, représentée par le coordonnateur général Madjera Ngar Alkoa. Par ce geste, les États-Unis d'Amérique s'engagent à lutter contre la traite des personnes dans le monde. L'expert en matière de la traite des personnes à l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad, Diasra Ratebay, a soutenu l'assistance sur la question de la traite des personnes avant de relever ses conséquences sur la vie socio-professionnelle. La deuxième subvention de près de 330 millions de francs CFA relative au programme spécial de l'ambassade au titre de l'année 2020 est accordée à 6 organisations communautaires afin de leur permettre de réaliser divers projets. Et la promotion de la justice et des droits de l'homme dans le monde est essentielle, car la liberté et la dignité humaine individuelle sont le fondement du droit international. Le récipiendaire, par la voix de leurs représentants, se réjouissent des fruits de ces partenariats et réaffirment leur détermination à s'investir davantage pour relever les défis. Vous aviez suivi dans nos éditions antérieures que la ministre de la formation professionnelle et des métiers, Achta Ahmad Brémé, est en tournée dans le sud du pays. Intéressons-nous d'abord à l'étape de Doba, chef-lieu du Logone oriental, avec Kadnouba Théophile. Doba, chef-lieu de la province du Logone oriental, la mission conduite par la ministre de la formation professionnelle et des métiers, Achta Ahmad Brémé, a employé la même procédure pour véhiculer son message et surtout recueillir les doléances de ses interlocuteurs. Face aux autorités, les représentants de la société civile, les partenaires et les formateurs, Achta Ahmad Brémé affirme que la mission principale
du département qu'elle dirige est la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de la formation professionnelle qualifiante, du perfectionnement et de contribuer à la réduction de la pauvreté. Nous avons ici des centres qui ont été créés. Le maréchal du Tchad a matérialisé ces centres par un acte concret, mais malheureusement le constat est amer. Le taux de fréquentation est très faible. Sensibiliser les jeunes, qu'un jeune occupé, un jeune qui a quelque chose, il est moins tenté à faire des activités illégales. Après cette précision, l'assistance a situé les membres de la mission sur les préoccupations des formateurs, des associations des parents et des jeunes pour l'amélioration des conditions de travail et d'apprentissage et également la réussite de la prochaine rentrée scolaire. Le gouverneur de la dite province, Moussa Haroun Tchirgou, appelle les jeunes et les femmes à une prise de conscience vis-à-vis de la volonté du gouvernement d'améliorer leurs conditions de vie. Quant à la ministre Ashta Ahmad Breme, elle rassure la salle de son engagement à prendre en compte toutes ces interventions qui feront l'objet d'une réflexion approfondie de son staff. Comme des traditions, depuis la première étape de cette mission, la délégation et ses hôtes sont allés constater de visu le centre de formation technique et professionnelle de la ville de Doba pour évaluer ce qui reste à faire afin de permettre aux enseignants et aux apprenants de reprendre les cours dans de bonnes conditions. Merci Théophile. Vous nous dites qu'après le Logone oriental, la ministre s'est rendue à Sar dans le Moyen Chari pour les mêmes objectifs. Votre reportage. Accueilli à 5 km de la ville de Sar, chef-lieu de la province du Moyen Chari, par le représentant du pouvoir exécutif de la dite province, Djiber Younous et ses proches collaborateurs, civils et militaires, la mission dirigée par la ministre de la formation professionnelle et des métiers est conduite aussitôt au lycée technique où est logé le centre de formation technique et professionnelle. Accompagnée de ses hôtes, la délégation de la ministre Ashta Ahmad Breme a eu droit à une visite guidée par les responsables du centre dans les différents compartiments et quelques explications relatives au manque de matériel pour les travaux pratiques, hormis les machines à coudre. Dans sa volonté de s'imprégner des réalités spécifiques au centre de formation professionnelle et technique de toute la province du Moyen Chari et les raisons du faible taux de fréquentation des jeunes et des femmes, la ministre de la formation professionnelle et des métiers s'est entretenue avec les autorités administratives et communales, les leaders d'opinion, les chefs des services déconcentrés de l'État, les enseignants, les représentants des partis politiques. Pour le gouverneur de la province du Moyen Chari, Djiber Younous, cette détermination d'impliquer la population dans la prise de décision est un acte à encourager. La ministre de la formation professionnelle et des métiers qui reconnaît la contribution du gouverneur et de ses collaborateurs qui ont facilité les choses a exprimé ses reconnaissances à celle-ci et exhorte par ailleurs toute la salle à mener des campagnes de sensibilisation de proximité auprès des jeunes et des femmes pour une prise de conscience vis-à-vis de leur avenir à travers la formation technique et professionnelle, gage d'un avenir meilleur. Complet, enchaînons avec le dossier de la rédaction consacré à la rentrée scolaire. Ce soir, nous allons nous intéresser à la gratuité de l'école tchadienne avec Falambi Soulgan. La loi 06/PR/2006 portant orientation du système éducatif, à son article 9, stipule que l'enseignement public est gratuit. Les prestations fournies à la matière sont essentiellement financées sur les ressources publiques allouées par l'État ou les autres collectivités décentralisées. Toutefois, l'enseignement public admet la participation des bénéficiaires et des initiatives communautaires librement constituées en partenariat avec l'État et les autres collectivités décentralisées. Malheureusement, cette disposition est mal interprétée par les partenaires du système éducatif. Pour le cas de l'enseignement technique, c'est ce que nous faisons. Tout ce qui est mis à la disposition des élèves pour pouvoir étudier dans de bonnes conditions, c'est l'État qui met. Maintenant, il y a une convention qui lie l'État avec les parents d'élèves. Les parents d'élèves de façon volontaire essaient d'accompagner, ne serait-ce que leurs enfants, pour la bonne marche des établissements. Le gouvernement dit que l'école tchadienne est gratuite. Et si l'administration quelconque prend le droit d'inscription, c'est juste pas celle, mais en accord avec l'AP. L'administration, on a mis des COGES
Le COGES est émis par le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique. Donc, c'est le COGES qui gère les inscriptions. Donc, les documents que vous voyez, c'est le COGES achète, le COGES répare les tableaux, le COGES répare les tableaux s'ils sont dégradés, le COGES doit contribuer pour le sport. Pour la directrice du collège Bellevue de Moursal, les frais d'inscription permettent aux établissements de préparer la rentrée scolaire. Selon la directrice des enseignements et de la formation, l'apport des parents est minime par rapport aux investissements de l'État. La prise en charge par l'État est orientée vers la prise en charge des enseignants, les infrastructures scolaires. Donc, une grande partie des postes budgétaires en ce qui concerne l'État, en ce qui concerne l'école, est assurée par l'État. Mais il se trouve donc que dans la pratique, cette couverture budgétaire n'est pas assurée et les parents d'élèves, donc l'association des parents d'élèves vient en appui au sein de l'établissement parce que l'école n'est pas seulement l'affaire de l'État. À la lumière des éléments fournis par la directrice générale des enseignements et de la formation, la gratuité de l'école tchadienne ne doit en aucun cas souffrir d'interprétation, car les termes de la loi 06/PR/2006 ont clairement défini cette gratuité. Merci Falambi Soulgan. Nous sommes le 27 septembre 2020. Le monde célèbre le tourisme. L'édition de 2020 a pour thème justement tourisme et développement local. Le tourisme est un secteur qui a aussi véritablement subi la loi de la pandémie de coronavirus, nous dit Dionodi Nestor. Célébrée chaque 27 septembre de l'année, la Journée mondiale du tourisme instituée par les Nations Unies vise à promouvoir le patrimoine touristique et culturel. Il n'est un secret pour personne que le secteur touristique a un apport important dans le développement socio-économique d'un pays comme le Tchad qui recèle d'immenses potentialités. Il est non seulement pourvoyeur d'emplois, mais aussi l'un des piliers de l'économie nationale. Cette année, la journée se célèbre dans un contexte de crise sanitaire née de la maladie à coronavirus. Cette épidémie a porté un coup dur sur ce secteur touristique à l'instar de tant d'autres domaines. Cela a des impacts négatifs sur l'économie du pays. Pour permettre la relance de ce secteur dans ce contexte de Covid-19, il est important de s'appuyer sur des stratégies et mécanismes de financement du tourisme. Ce secteur d'intégration, d'autonomisation et de création d'emplois, ce qui nécessite une synergie d'action de tous les acteurs évoluant dans le domaine. Une journée internationale appelle une autre. Celle-là sera célébrée demain, 28 septembre. Elle est consacrée à la lutte contre la rage. L'édition de 2020 se fixe comme objectif la fin de la maladie de la rage. À la veille de l'événement, le ministre de l'élevage Ahmad Mahamat Bachir a fait une déclaration de circonstances. En voici un extrait. La rage est une zoonose majeure mortelle causée par un virus du genre Lyssavirus qui affecte tous les mammifères, y compris l'homme, et provoquée généralement par morsure, griffure ou léchage d'un animal infecté. La rage menace plus de 3,3 milliards de personnes dans le monde, mais l'Afrique et l'Asie sont les continents les plus touchés. De nombreuses espèces de carnivores et de chauves-souris servent de réservoir naturel de la maladie, mais le chien est à l'origine de 99% des infections humaines. Lorsque les symptômes de la rage apparaissent chez l'homme ou l'animal, la maladie est toujours mortelle et à ce stade, il n'existe aucun traitement. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la rage est aujourd'hui présente dans plus de 150 pays dans le monde, dont notre pays, le Tchad. Les données notifiées à l'OMS
indique que chaque année, la rage tue entre 26 400 et 61 000 personnes par an à travers le monde, dont près de 24 000 en Afrique. Au Tchad, la rage sévit de façon endémique, occasionnant ainsi chaque année la mort de nombreuses personnes et animaux suite à des morsures des chiens enragés. Ces pertes en vie humaine et animale peuvent être évitées si des mesures appropriées sont appliquées. Puisqu'on parle de la santé, voyons également la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce dimanche 27 septembre 2020. Sur 323 échantillons analysés, un cas confirmé en post-mortem au Mayo-Kébi Ouest, contact du précédent cas. 0 guéri, le total reste à 1005. Un décès total des décès 84-89 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 1178, répartis dans 17 provinces du pays. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation physique. En cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires, appelez gratuitement le 1313. Le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Ouchemi. Une fois n'est pas coutume, on parle sport au beau milieu de ce journal. Les Sao du Tchad, vous le savez, n'ont pas pu prendre leur revanche face aux crocodiles du Nil du Soudan en match amical retour. Les Sao se sont inclinés sur un score de 2-0 après la défaite des 3-2 à l'aller. Yann Mouivé. Après la claque reçue mercredi dernier, on s'attendait à une réaction des Sao face aux crocodiles du Nil. Pour éviter une nouvelle déroute et prendre sa revanche, le sélectionneur Emmanuel Trégoat remanie l'effectif qui a démarré le match le 23 septembre dernier. Il fait appel aux cadres comme Dikolom Ezaï, Karl Max Dani et Mbaye Ramadi Dila dans les buts. Une stratégie qui a semblé fonctionner pendant les 40 premières minutes. Et alors que les 22 acteurs s'est dirigé à la mi-temps sur le score des 0 buts partout, la défense tchadienne manque de vigilance et les Soudanais ne se font pas prier pour ouvrir le score dans les derniers instants. Des retours des vestiaires, les Sao manquent de fraîcheur physique face aux crocodiles bien rodés. Les changements opérés côté tchadien ne changeront rien à la domination soudanaise. Les Sao vont même sombrer à 15 minutes de la fin du match. Mohamed Abdraman, buteur au premier match, récidive et inscrit le deuxième but soudanais. 2-0, il n'y a aucun doute, les Sao ne sont pas à la hauteur des crocodiles. Déçu, le technicien français Emmanuel Trégoat reconnaît la supériorité des hommes de son compatriote Hubert Velud. Cette fois-ci, on a fait un bon match. Maintenant, c'est la différence entre une équipe, une très bonne équipe comme le Soudan, qui est qualifiée pour les 2 phases Coupe du Monde et Cannes, et une équipe comme la nôtre qui est en construction. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui étaient là, dont c'était les premières sélections. Donc voilà, on est dans nos objectifs, on travaille. Alors évidemment, on est déçus de perdre, bien sûr, mais on travaille, on forme des jeunes, et puis voilà, on va continuer à travailler. Cette double confrontation a mis en lumière les multiples lacunes de l'équipe nationale qui n'a pas de fond de jeu. Emmanuel Trégoat, qui a vu son contrat prolongé de 3 mois, parviendra-t-il à redresser la pente? Les éliminatoires de la CAN, Coupe d'Afrique et des Nations de football, qui reprendront début novembre, permettront de mieux juger. Merci Yann. Et pour parler des Sao du Tchad, nous avons justement sur ce plateau le directeur technique national de la Fédération tchadienne de football association, à la personne de Mamat Omar Yaya alias Modou Kouta. Bonsoir Détenu une fois de plus. Bonsoir cher. Vous avez suivi le reportage. Bien sûr. Ce n'est un secret pour personne que le football tchadien va mal. Oui, très très mal même. Donc les mauvais résultats qu'enregistre l'équipe nationale illustrent bien la situation en toute franchise. Quels sont les vrais problèmes qui empêchent l'éclosion du football tchadien? Merci beaucoup. Moi je pense que c'est une question très pertinente. Donc c'est une question que la plupart
nos supporters nous ont toujours posées. Et comme vous l'avez dit au début, chacun attend vraiment la réponse. Et à toute sincérité, je pense, pour moi, le problème, c'est d'abord l'insuffisance même des infrastructures sportives. Parce que pour pratiquer le sport de haut niveau... Vous pensez qu'on n'en a pas assez? On n'en a pas assez. Si je parle de l'insuffisance, c'est aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à nos statistiques, on a peut-être 3 terrains en N'Djamena et 2 terrains gazonnés récemment, quand même des dernières générations, que la FIFA a construit sur la demande de la Fédération tchadienne de football à Mundo et à Biché. On avait le terrain de Sar qui a aussi une pelouse synthétique, mais cette pelouse-là est pratiquement amortie. Il faut revoir. Il faut absolument des pelouses synthétiques. Non, pas absolument des pelouses synthétiques. Il y a suffisamment de terrains nus. Oui, mais pour développer le football, on ne peut pas vraiment le développer sur le terrain nu. Il faut nécessairement des terrains soit synthétiques, soit des terrains naturels pour que l'enfant grandisse avec les techniques qu'il faut. Donc le football d'avant, moi je pense que ça n'existe plus. Aujourd'hui, le football est bien structuré dans des écoles de foot, dans les académies et tout ça. Et pour ça, pour que l'enfant grandisse avec des habilités techniques, il lui faut quand même des infrastructures dignes de ce nom. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, on n'a que peut-être 4-5 terrains dans toutes les 23 provinces. Donc c'est vraiment un manque. On n'a pas aussi que le problème des terrains. On a des problèmes, par exemple, je prends juste l'exemple des salles de musculation. Aujourd'hui, dans tout le Tchad, on n'a aucune salle de musculation d'une de ce nom, ne serait-ce que même pour l'équipe nationale de se préparer. Donc, en termes d'infrastructures sportives, nous sommes vraiment en retard et là, on doit rattraper. Il nous faut aussi un championnat national digne de ce nom. Aujourd'hui, vous voyez nos championnats, donc on est en train de faire des championnats provinciaux, après zonaux, et on finit par un championnat de play-off. Mais Détene, qui doit faire tout cela? Oui, mais la fédération, l'État et tout ce beau monde-là, parce que ça nécessite énormément de l'argent, et cet argent-là, donc naturellement, aujourd'hui, les plus hautes autorités ont fait un grand effort par rapport à l'ONAGES. L'ONAGES est là pour naturellement soutenir le sport en général, le football en particulier. Mais le problème, c'est que l'ONAGES, toutes les taxes que l'ONAGES aujourd'hui prend dans les, si vous voulez, les téléphonies mobiles, sur les tabacs, etc., ne va pas directement dans la caisse de l'ONAGES pour que l'ONAGES, subventionne les clubs, les équipes nationales, participer à des compétitions, mais ça va plutôt au trésor public. Donc ce qui veut dire que le circuit est très long et toute cette somme qui va au trésor public ne ressort pas rapidement. Donc il y a un problème en ces termes-là. Donc pour ce faire, je dis, il nous faut un championnat national digne de ce nom. En plus des infrastructures. En plus des infrastructures. Il nous faut la fonctionnalité de l'académie. Aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne. Tu ne peux pas avoir vraiment les joueurs de demain si tu ne les prépares pas à la base. Or, on a fait des efforts depuis pratiquement 9 ans aujourd'hui, parce que l'académie a été ouverte depuis le temps je me rappelle très bien du ministre Djiber Younous, c'est en 2011. Donc Ndoram a été le directeur de cette académie, après je l'ai succédé pour 3 ans, après Toko m'a succédé, mais pendant tout ce temps, l'académie n'a jamais été ouverte. Donc on a détecté 3 fois les jeunes. Aujourd'hui, tous ces jeunes-là, il y en a qui sont peut-être dans la rue, il y en a qui sont dans des clubs de première division, etc. Mais l'objectif, c'était quoi? C'était d'aller à la base et former ces jeunes-là en 2 catégories. Les U15 dans l'académie pour une formation de 3 ans, les U17 en externe pour faire le noyau de l'équipe nationale des U17. Donc ce noyau-là vont être dans 2 ans l'équipe nationale des U20. Les mêmes seront pour U23. Et à chaque fois qu'il y a un oiseau rare, on met dans... Ce même discours est tenu des années et des années. Bien sûr, mais malheureusement, je vous dis et je vous répète que malheureusement l'académie n'est pas fonctionnelle. Donc si l'académie n'est pas fonctionnelle, c'est qu'il y a problème. Donc vous m'avez demandé ce qui ne va pas et je vous cite ce qui ne va pas à mon humble avis. Je pense aussi qu'il y a aussi le problème des entraîneurs. Il nous faut des entraîneurs formés en quantité et en qualité. Et ces entraîneurs-là, on a aujourd'hui pas moins de trentaine de licenciés A. Mais malheureusement, 90% de ces entraîneurs sont en N'Djamena. Or, pour développer le football, il faut que développer le football dans toutes les provinces. Il ne faut pas que ça aille à 2 vitesses, c'est-à-dire N'Djamena. Il va falloir aussi que la fédération les déploie. Mais ce n'est pas la fédération qui va déployer les entraîneurs, monsieur. C'est le ministère de Jeunesse et Sport. Mais tous ces entraîneurs ne sont pas aussi fonctionnaires. C'est ça aussi ce qu'il faut voir.
Donc, mais si le problème ne se pose pas au ministère? Non, le problème ce n'est pas que ça ne se pose pas au niveau du ministère. Je vous dis, ces entraîneurs ne sont pas tous des fonctionnaires. Un entraîneur qui n'est pas fonctionnaire, il n'est pas... le ministère n'a pas de contrôle sur lui pour l'affecter. Donc il faut plutôt une autre politique pour que ces entraîneurs-là aillent dans toutes les provinces. Malheureusement, les 90% de ces entraîneurs sont ici à N'Djamena. Donc le football ne peut pas évoluer en deux vitesses, comme je l'ai dit. Et le football, ce n'est pas seulement N'Djamena. Il faut que dans les provinces, qu'on ait des entraîneurs qualifiés pour former les jeunes. Il faut aussi le rôle de médias. Parce qu'aujourd'hui, à toute sincérité, on a été taxé toujours de tout, mais les médias ne jouent pas aussi son rôle, que ce soit les presses écrites, moi je ne sais pas, les autres. On ne voit les journalistes que pendant un événement. Il y a un championnat national, peut-être à l'ouverture on les voit et en finale, mais on ne peut-être qu'il n'y a pas assez d'activités aussi. Non, il y a des activités, parce que généralement, chaque année, on organise quand même les championnats provinciaux de N'Djamena et dans les provinces aussi. Il y a des fois où on joue un championnat et les matchs ne sont même pas, les résultats ne sont même pas donnés. Donc, limitons-nous à cette difficulté que vous venez de voilà, ok. L'équipe nationale tchadienne enchaîne des défaites et des défaites. Mais la Fédération tchadienne de football association a décidé de prolonger une fois de plus de 3 mois le contrat du sélectionneur avec obligation des résultats, dit-on. Sur quelle base logique repose cette prolongation? Très bien, moi je pense que l'entraîneur a signé un contrat d'objectif avec la fédération et le ministère pour qualifier le Tchad. C'est ça le contrat d'objectif. C'est-à-dire quand il est arrivé, nous, on veut participer à la Coupe d'Afrique des Nations, à la qualification, aux éliminatoires, pour se qualifier à la CAN 2021. Donc, l'objectif du Tchad, c'est de se qualifier. Et pour ça, ils ont fait appel à un entraîneur expatrié. Naturellement, l'entraîneur a signé un contrat d'1 an et demi parce que le temps de compétition de 6 matchs s'étend sur cette période-là. Malheureusement, la pandémie de Corona est arrivée. Depuis mars, on n'a pas pu jouer nos compétitions qu'on devrait les jouer. Et les compétitions sont aujourd'hui reportées en novembre. Donc quand l'entraîneur est arrêté, son contrat a pris fin en août. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'a joué que 2 matchs. Il lui reste 4 matchs. Mathématiquement, nous ne sommes pas encore éliminés. Donc, il nous faut les 4 matchs. Donc, la Fédération tchadienne de football et les ministères ont trouvé qu'au lieu de lui signer pour 6 mois jusqu'au mois de mars, parce que notre dernier match ce serait en mars. En mars, oui. Eh bien, il faut qu'on lui signe un contrat de 3 mois, parce que nos deux matchs seront, les 2 confrontations contre la Guinée, ça sera en novembre. Donc, si d'ici là, on gagne les 2 matchs, ça veut dire qu'on a la chance de se qualifier. On prolongera encore le contrat pour 3 mois jusqu'en mars. Les supporters, en tout cas, il faut que je vous le dise, les supporters n'ont plus espoir. Oui, mais ça c'est tout à fait normal, parce que vu les résultats des 2 matchs, on a perdu déjà les 2 matchs. Et aujourd'hui, par rapport à notre préparation, hier, les supporters, quand ils ont vu, même si c'est des matchs de préparation, voir encore les SAO perdre. Donc, ils perdent l'espoir. Ça, moi, je suis conscient avec vous. Mais toujours est-il qu'un contrat, c'est un contrat. Donc, comme il a signé un contrat d'objectif, on doit l'attendre jusqu'à novembre. S'il a qualifié le Tchad, c'est notre souhait de nous tous. S'il ne qualifie pas le Tchad, donc au lieu d'aller jusqu'à mars, on arrêtera à partir de novembre et on verra qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là. Est-ce qu'il faut continuer avec les nationaux pour finir les 2 matchs? Est-ce qu'il faut faire encore appel à la candidature pour recruter notre entraîneur? Donc à son temps, on verra ça. Détene, dites-nous en tant que technicien, qu'est-ce qu'il faut faire pour redresser la situation? Moi, je pense que pour redresser la situation, je reviens encore sur ce que j'ai dit, il faut nécessairement aller à la base. Donc aller à la base veut dire qu'il faut d'abord organiser des compétitions de jeunes pérennes, les circuits de compétition des jeunes. Il nous faut nécessairement l'ouverture de l'académie pour que ces jeunes-là, qu'on a fait des compétitions, parce que c'est la compétition qui est au début et à la fin de chaque processus. C'est la compétition qui nous permettra d'évaluer ces jeunes-là. C'est la compétition qui nous permettra de former ces jeunes-là. Donc, il nous faut nécessairement faire des compétitions de jeunes pérennes pour sélectionner, tamiser et prendre au moins 30 jeunes, parce que la capacité de l'académie pour le moment, c'est 30 jeunes. Donc, on prend les U15, 30 jeunes en U15 en externe pour 3 ans et 30 jeunes en U17 en externe pour vraiment faire... Il faut aussi organiser les championnats nationaux digne de ce nom, nécessairement.
Tant qu'on n'a pas un championnat digne de ce nom, on ne peut pas avoir une équipe nationale forte. Parce que notre problème actuel, c'est que, comme vous l'avez vu, tous les supporters disent, et ils ont raison, que notre équipe nationale n'a jamais tenu un match de 90 minutes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de compétition sur les jambes. Nos championnats s'organisent en provincial, en zonal, en national. Donc, il y a des joueurs qui jouent toute l'année, peut-être 12 matchs, 13 matchs. Or, pour un compétiteur, il faut le minimum de 30 à 35 matchs annuellement. Et pour ça, il nous faut un championnat digne de ce nom de première division. Et on ne peut pas organiser ce championnat-là si on n'a pas des infrastructures sportives. Vous êtes d'accord avec moi? C'est quand le prochain match de Sao? C'est en novembre. On espère que... Début novembre, nous aurons deux confrontations contre Guinée, d'abord à Conakry et ici à N'Djamena. On espère que cette rencontre avec la Guinée, c'est ça? Oui. Permettra de réconcilier les Sao du Tchad à leurs supporters. C'est notre souhait. C'est notre souhait vraiment de tout faire pour réconcilier, de se réconcilier avec nos supporters. On est conscient que vraiment... que le résultat actuel n'encourage personne, mais on va travailler, on va se battre pour... Vous avez un dernier mot peut-être à dire? Oui, mon dernier mot certainement, c'est un vœu, c'est un appel aux plus hautes autorités, vraiment pour nous aider à organiser un championnat national digne de ce nom, parce que sans un championnat digne de ce nom, on ne peut pas avoir une équipe nationale forte. Sans une académie fonctionnelle, on ne peut pas aller vraiment au football de base. Et on ne peut pas organiser un championnat si on n'a pas des infrastructures sportives. Donc mon vœu le plus vraiment ardent, c'est que nos autorités nous écoutent et nous aident dans ce sens. On espère que votre message a reçu un écho favorable. Espérons. Merci d'Étienne d'avoir accepté de vous prêter à nos questions. À moi de vous remercier. Bonne soirée. Merci beaucoup. En politique, la mission de sensibilisation du mouvement patriotique du salut conduite par le secrétaire général 3e adjoint chargé de la communication, maître Jean-Bernard Padare, se poursuit dans le Mayo-Kébi Ouest Varelach. Merci. Vous êtes libre. La sensibilisation contre le coronavirus, le 3e adjoint au secrétaire général du MPS, chargé de communication, porte-parole du parti de masse, maître Jean-Bernard Padare, a offert des matériels médicaux à l'hôpital des districts de Léré. Il ne faut pas croire que c'est de la politique politicienne. La maladie n'a pas de frontières dans ces cas-là, n'a pas de parti, n'a pas d'amis. La maladie, cette maladie-là, si les pays européens ont pris des mesures assez vigoureuses, malgré les moyens financiers, malgré la capacité, je veux dire, en termes de génie dans le domaine médical, ils n'ont toujours pas trouvé de moyens de guérir cette maladie, et ce n'est pas nous ici qui pourrons la soigner avec les racines. Le seul remède, c'est de respecter les mesures édictées. Un geste apprécié par le médecin-chef du district de Léré. Occasion pour Dr Majitolum Serge, au nom de tout le personnel, de présenter ses vifs remerciements au MPS à travers lui, son président fondateur, le maréchal du Tchad, Idrissa Déby Itno, chef de l'État, chef du gouvernement. Représentant le préfet du département de Lac-Léré, le secrétaire général, Zefalbo Tchoubou, a loué les efforts que ne cesse de fournir maître Jean-Bernard Padare en faveur du département de Lac-Léré. D'une cérémonie à une autre, cette fois-ci, le geste s'élargit à l'endroit des leaders des confessions religieuses, notamment l'Église catholique, l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad et le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, section du département de Lac-Léré. Maître Jean-Bernard Padare a exhorté les responsables de ces différentes congrégations religieuses à accompagner le gouvernement dans cette lutte contre cette pandémie au Tchad. Signalons aussi que de nouveaux militants viennent de rallier le MPS, c'est dans la localité de Koundoul, c'est dans le Charibagirmi. Ils ont été accueillis par le secrétaire général provincial du parti, Cadre Salikana. La Chag de Pabame Désiré. Le conseil provincial du MPS du Charibagirmi affite ses armes pour les élections de 2021. À Koundoul, localité située à 20 km au sud de N'Djamena, le secrétaire provincial du MPS est venu mobiliser les militants et sympathisants à se faire enregistrer sur le fichier électoral. L'enrôlement est prévu du 1er au 20 octobre 2020. Cadre Saleh Kana est venu également accueillir
Djibril Halifa, président du Parti national démocrate africain RNDA, qui regagne le mouvement patriotique du salut. Le maire de la ville de Koundoul, Ali Dayan, et le secrétaire exécutif départemental du MPS du Chari, Iba Omar Moumine, ont salué la décision de ce grand homme de regagner le parti rassembleur. Pour Djibril Halifa, son retour au MPS vise à relever le défi qui s'impose à ce parti, notamment la constitution d'un Tchad fort et prospère. Tout en souhaitant bon vent aux désormais militants du MPS, au secrétaire général provincial du MPS du Chari Bagirmi a relevé que le parti reste ouvert à toutes celles et ceux qui veulent participer à la consolidation de la démocratie. Nous aussi, nous sommes prêts à tendre la main à nos opposants de venir renforcer le maréchal Idriss Déby. Donc, si nous sommes aujourd'hui ici, notre grand frère Djibril, qui était parmi les éléments d'Idriss Déby au départ, avec son parti politique, il est parti. Il a constaté que là où il est parti, c'est pas bon. Il est obligé de revenir dans la légalité. Vous avez constaté aujourd'hui, il est venu avec une masse. Nous l'avons tendu la main. Le MPS est là pour ça. La main tendue du Marshal à l'armée, à la population, aux politiciens, c'est ce que nous devrions faire, nous les jeunes du MPS. Le secrétaire général provincial du MPS du Chari Bagirmi a profité également de l'occasion pour sensibiliser les militants du MPS de Koundoul sur l'importance du recensement. Pour lui, seule la carte électeur permet aux militants d'exprimer son choix. Militantes et sympathisants du MPS de Koundoul, Cadre Saleh Kana les rassure de porter leur doléance auprès de la première dame du Tchad, Inda Déby Itno. Les membres du conseil départemental du MPS de Massakori ont été également installés. C'est dans l'optique des prochaines élections. On en parle avec Dame Joël Litné. C'est dans cette joie effervescente que les militantes et militants du mouvement patriotique du salut de Dagana dans le Hadjar Lamiz témoignent leur soutien aux nouveaux membres de leur conseil départemental. Une équipe dirigée par Boukar Sanda, installée sous le regard satisfait des militantes et militants, puis des sympathisants de cette formation politique venus de différentes localités. Le nouveau secrétaire exécutif départemental du MPS de Dagana se dit conscient des défis qui l'attendent. Nous mesurons la charge de la mission à nous confier pour une mobilisation plus grande des militantes et militants d'une part, des sympathisants d'autre part. Nous sommes donc convaincus que nous ne pourrions accomplir cette mission qu'avec vous, car en politique, un homme ne vaut que ce que vaut sa base. Rassuré de la capacité de la nouvelle équipe à faire triompher les idéaux du parti dans le département de Dagana, le secrétaire général du mouvement patriotique du salut de Hadjar Lamiz, Abakar Moussa Kale, lui exprime son soutien. C'est une équipe dynamique, c'est une équipe qui répond au choix de la base, c'est une équipe qui fera le travail bien fait. Et ce travail arrive à point nommé camarade. Pourquoi? Parce que je tiens à vous rappeler, le jour où le bureau politique national a été installé au village Burkina, notre secrétaire général, le camarade Mamazen Bada, a promis au maréchal du Tchad que le MPS va remporter avec ses alliés, bien sûr ses alliés, toutes les élections. Le président du comité d'organisation, Korom Mamad Kosso, a salué le consensus qui a prévalu tout au long du processus et a conduit à la désignation des membres du conseil départemental du MPS de Dagana, chose qui exprime selon lui la maturité politique des militantes et militants du parti rassembleur de cette localité. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne fin de semaine à toutes et à tous.